15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Radio J aujourd'hui avec mon invité, ancien éditeur, critique littéraire et auteur. Il était venu nous voir pour Les Raisons du cœur, ligne de vie. Si le soleil s'en souvient, Jean-Paul Enthoven vient désormais nous retrouver pour son livre Je me retournerai souvent aux éditions Grasset, un recueil de souvenirs autant qu'un hommage aux poètes et écrivains qui l'ont marqué comme Apollinaire. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité ou redécouvrir aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Paul Enthoven. Bonjour Cyrielle. C'est un rite. Oui, c'est un M'avez-vous rite. dit. Je prends l'habitude et j'adore ce rendez-vous. Et je suis ravie parce qu'il est partagé évidemment. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour, je crois, de ce 11e ouvrage ou 12e, je ne sais plus. Plutôt 12. Mais... Plutôt 12, je me retournerai souvent. C'est un titre magnifique, emprunté à Guillaume Apollinaire. Dans ce livre aux allures d'autoportrait, vous réalisez, vous dites ce que tout homme doit réaliser un jour, établir ses reconnaissances de dette. Oui, bien sûr, oui. Vous connaissez le poème d'Apollinaire d'où est tiré ce vers? Il dit passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Et je pense qu'effectivement, il arrive un moment où on doit solder tous les comptes de gratitude. Et c'est ce qui s'est passé avec des écrivains, puisque j'ai vécu toujours parmi les écrivains. C'est eux à qui je dois le plus. Mais pas seulement, il y a aussi des êtres... Chers, des aimés. êtres chers et proches, voilà. On va y venir. Vous revenez sur des moments de vie, de très nombreux amis, des connaissances disparues. Oui. Vous évoquez des questions métaphysiques aussi, l'au-delà, vos routines de vie ou encore une sorte d'inventaire de critique de tout un tas d'auteurs. Par les descriptions que vous y faites, Jean-Paul Enthoven, des autres, on en apprend finalement beaucoup sur vous. Est-ce que ce serait la suite de votre premier ouvrage, Les Enfants de Saturne ? Oui, vous avez raison, évidemment. Évidemment, c'est un livre symétrique. C'est un livre symétrique et chaque fois, avec ce genre d'ouvrage, c'est un autoportrait en creux. Comme on dessine tout le puzzle et il y a une place vide, c'est celle de l'auteur. Ce premier ouvrage que je viens d'évoquer, Les Enfants de Saturne, vous le devez à Philippe Solers. Oui, en effet, parce que c'est une histoire que j'ai souvent racontée. Et Philippe Solers, que j'aimais beaucoup, qui me manque, qui est présent dans ce livre d'ailleurs, m'avait dit, parce que je tardais à publier, m'avait dit dépêche-toi, écris quelque chose, parce que au fond, un livre, c'est le seul endroit où on a son nom tout seul, sans rien autour. Et puis c'était repris, il m'avait dit non, il y a autre chose, il y a un autre lieu, c'est une tombe. Et d'ailleurs, il m'avait dit ça a la même forme, ce sont des parallélépipèdes rectangulaires comme ça. Et cette phrase m'avait secoué à l'époque. Ça serait trop long à expliquer, mais cette phrase m'avait décoincé et je me suis mis à écrire. Oui. Et tout y est dans le livre pour la suite de ce que vous ne dites pas sur cette antenne, Jean-Paul Enthoven, puisque toute l'histoire avec Philippe Solers, c'est ce que cela a remué en vous et dans cet ouvrage. On va commencer par le début, toujours le début. Corps de chasse, Guillaume Apollinaire. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincy buvant, l'opium poison doux et chaste, à sa pauvre âne allant rêvant, allez rêvant, passons puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Guillaume Apollinaire, Alcool 1913. Pourquoi avez-vous choisi une phrase de Guillaume Apollinaire comme titre d'ouvrage, Jean-Paul Enthoven ? D'abord parce que j'ai une passion pour Guillaume Apollinaire. C'est un type merveilleux. C'était ce qu'on pourrait appeler un homme époque. C'est-à-dire qu'il touchait à tout ce qui a fait notre modernité. Il était, comme disait Romain Gary, il était français de sang versé. Puisqu'il était plutôt polonais, plutôt italien. C'est un type généreux. Ses camarades de tranchée, son nom c'était Kostrovitsky. Comme c'était un peu difficile à prononcer,
ses camarades de tranchée l'appelaient Kostrolewski ou Cointreau Whisky. Et il m'a toujours accompagné dans la vie, Guillaume Apollinaire. Et il est mort à la fin de la guerre, d'un éclat d'obus, et de la grippe espagnole en même temps. Et puis, dans la rue, tout le monde venait de remporter la victoire et hurlait sous ses fenêtres, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue du Pré-aux-Clercs. Et tout le monde hurlait « À mort Guillaume », en pensant à l'empereur d'Allemagne. Et c'est les dernières paroles qu'il a dû entendre. Et il m'a toujours touché. Le premier vers que vous avez cité, c'est « Notre histoire est noble et tragique comme le masque d'un tyran ». J'ai toujours pensé qu'un jour j'écrirais un livre qui s'appellerait « Le masque d'un tyran ». Parce que je trouve que c'est un très, très beau titre aussi. Cela ressemblerait à quoi à l'intérieur ? À une histoire d'amour, bien sûr. Une histoire d'amour, parce que le masque d'un tyran, vous savez, c'est... 1000 romanciers ont dit que l'amour, c'était toujours l'art de se choisir un tyran. Donc, ou un despote. Donc, j'ai toujours pensé que je me servirais de ce titre-là, oui. C'est le prochain, Jean-Paul Enthoven. Je ne sais pas si c'est le prochain, mais en tout cas, ça sera. Un des prochains. En démarrant ce livre, Jean-Paul Enthoven, j'ai trouvé que vous étiez plus que jamais dans le présent, qui relate de nombreux souvenirs, certes, mais on vous imagine dans ce qu'est votre vie aujourd'hui, et c'est peut-être assez nouveau. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vous savez, à mesure, on a de moins en moins besoin de pose, de posture. On n'a pas besoin de draguer l'amour des autres. S'il vient, c'est formidable. S'il vient pas, on s'en passe. Et effectivement, ça vous insuffle une sorte de désinvolture. Peut-être que vous l'avez entendu, je m'en réjouirais parce que c'est exactement le son que je voulais. Voilà. Très clairement, on découvre bien sûr que la posture n'est pas du tout en tout cas. On vous sent plus proche de vous que jamais. Fidèle à ce que vous avez toujours envie d'être sans doute, on va y aller crescendo, mais on sent surtout dans ce livre où vous dites sans vergogne que vous avez le besoin nécessaire de vous extraire dans la solitude, dans le silence et la paisibilité de la vie. Oui, j'ai le privilège de pouvoir le faire. J'ai des refuges, ici et là. J'aime bien ça. J'aime aussi la société. J'aime beaucoup me jeter dans la mêlée. J'aime beaucoup avoir ma dose d'hypocrisie, ma dose de combat, d'ambition ou de vanité. Mais le dosage ambition-vanité est de plus en plus mince, si vous voulez. Vous vous divisez en deux, Jean-Paul Enthoven, dans un appartement. Je vous interromps, pardonnez-moi. Mais je vous en prie. Je réagis sur votre phrase. Borges disait qu'il y a deux hommes en chaque homme, et le vrai, c'est l'autre. Oui. Donc, c'est une réalité. Vous vous divisez alors en deux. Dans un appartement aménagé pour cet espace de vie solitaire, un autre avec votre dulcinée. C'est un arrangement qui vous convient pour lire et écrire, et surtout pour nourrir votre intérieur et vous permettre de l'affronter au monde, comme vous venez de le dire, comme certains se retirent chez le psy. Vous avez trouvé une autre parade où presque personne n'est autorisé à rentrer. Parlez-nous de ce lieu refuge. Écoutez, j'ai la chance d'habiter à un endroit qui est une petite maison avec un jardin au cœur de Paris, ce qui est un privilège, qui étaient les anciennes écuries de l'hôtel particulier de Tocqueville. Et c'est juste mitoyen avec le musée Rodin. Et je suis là. C'est là que c'est un refuge où effectivement très peu de gens pénètrent. Je suis un peu strict en disant que personne n'y pénètre. Il y a des passages. Et c'est là que je me rencontre moi-même. Oui, c'est là que je me rencontre moi-même. Pas besoin de psy. Pas besoin de... non, je pense que tout le monde devrait avoir droit à quelques heures de solitude face à face avec lui-même. Je sais bien que c'est pas monnaie courante. Ce qui me frappe, c'est que les gens sont débordent, que l'époque n'est pas facile. Mais
mais j'ai l'intention de profiter de ce privilège. Au-dessus du porche que vous devez franchir pour atteindre le jardin se trouve une plaque qui indique que le poète René Char vécut en ces lieux de 1954 à 1978. Sur cette plaque figurent quelques mots tirés de son recueil La parole en archipel. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Est-ce que vous avez vu un signe à ces mots ? Non, le signe, si vous voulez, René Char habitait là. J'ai beaucoup d'estime pour l'homme René Char. Je suis moins sensible à sa poésie, sauf pour un poème, peut-être qu'on en parlera. Mais René Char, qui habitait pas dans ma maison, mais de l'autre côté du jardin, a joué un rôle majeur puisque c'est lui qui a fait venir Albert Camus dans cette maison. Et donc, ça me fait drôle de savoir qu'Albert Camus traversait le petit jardin que je traverse moi-même. C'est là qu'il a appris qu'il avait reçu le prix Nobel, par exemple. Et c'est là qu'il abritait ses amours magnifiques avec la magnifique Maria Casares. Donc je me sens... C'est drôle d'ailleurs, on était nés, lui et moi, si je puis dire, c'est là que s'arrête la comparaison, sur la même rive de la Méditerranée. On se retrouvait dans ce même endroit de Paris. J'y ai vu comme une bénédiction, oui, bien sûr. Vous l'appelez votre voisin fantôme. Bien sûr, voisin fantôme. Dans votre panthéon égotiste, comme vous dites, Jean-Paul Enthoven, cet espace plein de souvenirs qui regroupe les livres et les portraits des personnes qui ont été importantes pour vous, des amis, des inspirations littéraires, des souvenirs aussi. Vous convoquez les fantômes du passé, des écrivains croisés, admirés, parfois conspués, que vous avez pour certains connus ou fréquentés, de Sioran à Barthès, Solers, Pérec, Camus, Romain Gary, Paul Morand, je pourrais en citer énormément. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai le sentiment, finalement, que c'est vous, quelque part, qui les psychanalysez. Qu'avez-vous appris d'eux ? Vous savez, quand on rentre dans la boutique d'un écrivain, dans l'arrière-boutique d'un écrivain, si c'est un vrai écrivain, parce qu'il y a des faux écrivains aussi, si c'est un vrai écrivain, vous savez, c'est comme un coquillage. Si vous portez un coquillage à l'oreille, vous entendez le bruit de l'océan. Si vous portez la musique d'un écrivain à votre oreille, vous avez accès à la condition humaine. Et c'est ça qu'ils m'ont offert, oui. Je suis leur débiteur, oui. J'ai tendance à penser que la littérature, c'est la vie qui s'est jouée avant nous et qui est maître de notre apprentissage, Jean-Paul Enthoven. Oui, bien sûr, oui. La littérature m'a fait gagner un temps fou. Il aurait fallu avoir 1000 vies pour... il faudrait avoir 1000 vies pour vivre tout ce que la littérature nous enseigne sans qu'on ait à bouger ou à se déplacer. C'est ça qu'il faut dire aux gens. La littérature, c'est une multiplication de soi. Et c'est grisant. Autrefois, vous me disiez sur cette antenne que vous aviez appris quasiment tout de vous avec les femmes de votre vie. C'est vrai. Dans cet ouvrage, vous dites aussi « C'est grâce à eux que j'ai appris à entrevoir vaguement qui je suis ». Diderot est votre ange gardien le plus intelligent. Oui. Y a-t-il quelqu'un encore au-dessus ? Oui, enfin... ça veut rien dire de choisir parmi ses préférences, dit l'autre, c'est s'installer dans une ingratitude. Évidemment, j'aime beaucoup Denis Diderot, il est sympathique. Mais il y a Marcel Proust, bien sûr. Mais il n'y a pas seulement celui-là. Il y a évidemment des gens... Vous savez, il n'y a pas seulement les grands écrivains qui comptent. Il y a aussi les écrivains mineurs. C'est important. Vous savez, c'est comme aux échecs. Aux échecs, il y a des pièces nobles, il y a des rois, des reines, des chevaux, des fous. Mais aussi, il y a des pions. Or, les pions, c'est grâce à eux qu'on fait les belles parties d'échecs. Eh bien, la littérature, c'est la même chose. Il y a des écrivains secondaires qui peuvent changer la vie et qui sont très importants. Je ne peux pas mettre Romain Gary sur le même plan que Montaigne. Ça n'aurait pas de sens.
je peux pas mettre, je ne sais pas moi, Roland Barthes sur le même plan que Diderot précisément. Mais néanmoins, chacun m'a donné. Ce sont devenus des amis. Ils ont des défauts, ces amis. Hein, certains d'entre eux. Il y a une phrase de Montaigne qui dit « Quand mes amis ont des défauts, quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. » Bon, eh ben, c'est exactement ça. Jean-Paul Enthoven, dans votre vie, vous avez étudié la philosophie, la politique, les lettres, le droit et l'histoire. Le champ qui, pour vous, trouve sa vérité, ou je veux dire, dans quel champ se trouve la vérité, vous direz forcément la littérature. Ben oui, parce qu'elle les rassemble tous. C'est évident, oui. Oui, elle les rassemble tous. On trouve dans votre ouvrage des rêves, des fantômes, des êtres aimés et disparus, je l'évoquais, des paysages aussi, des bonheurs fragiles, des mélancolies de passage, des rendez-vous réussis ou manqués, la collection d'affinités, de sensations qui résume une vision du monde. On trouve aussi des lieux, des êtres qui ont beaucoup compté pour vous, la Toscane, une bien-aimée, un ami très cher, ainsi qu'un ensemble de méditations et de considérations intempestives sur l'époque. Est-ce que c'est une époque que vous trouvez agitée ? En tout cas, si vous m'aviez interrogé il y a quelques années, j'étais beaucoup plus optimiste que je le suis maintenant. Maintenant, c'est un chaos. On est dans un chaos, et je suis heureux de le dire à votre micro. Un chaos indescriptible. Je ne sais pas où cela nous mène. Et donc, cette agitation me donne le vertige. Je voudrais connaître l'épilogue de tout ça. Sur quel... vous savez, comme dit l'autre, il y a des décennies où il ne se passe rien, et puis il y a des semaines où se passe une décennie. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vit en ce moment. Vous écrivez « Je lis les journaux qui me parviennent par la poste ou sur des écrans et j'avale comme une potion leur flot de tragiques comédies en provenance du vaste cirque humain. » Vous plaignez sincèrement aussi ceux qui ne peuvent pas jouir de la vie que vous avez, ceux qui sont condamnés à survivre dans une époque âpre et injuste. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'âpreté autour de moi. Je le vois sur mes amis plus jeunes, je le vois sur mes enfants. C'est difficile. Oui. C'est difficile. Je n'ai pas trouvé des meilleurs mots que le mot de âpre, précisément. Est-ce que vous vous révélez aujourd'hui plus inquiet qu'insouciant, Jean-Paul Enthoven ? Plus inquiet qu'insouciant ? Non, je suis pas inquiet parce que je suis spinoziste et par conséquent, j'aime ce qui est. Donc, les Romains appelaient ça l'amor fati, n'est-ce pas, l'acceptation de ce qui est. Donc, je suis content. Mais je comprends qu'on soit inquiet. Il y a des choses intolérables qui nous entourent. Il y a des mauvais bergers qui flattent ce qu'il y a de pire dans l'humain. Mais il y a aussi des choses sublimes. C'est passionnant. J'ai l'impression de voir un film extraordinaire et je ne veux pas sortir de la salle de projection avant la fin du film. On a la chance de le vivre malgré tout. C'est ce que vous vous dites ? Oui, bien sûr. Oui. On dit souvent que les hommes qui prennent de l'âge se rapprochent de Dieu, sans doute parce qu'ils ont peur de lui. Je vous sais agnostique, oui. Jean-Paul Enthoven, par décision, donc demi-agnostique. Voilà, oui. L'êtes-vous toujours fondamentalement ? Oui, j'ai pas le choix. Je veux dire, j'ai pas le choix. Mais on verra ce qui se passera à la dernière seconde. Hein. On verra ce qui se passera à la dernière seconde. J'ai pas besoin de Dieu, même. Enfin, on bavarde souvent, mais on bavarde comme deux personnes qui s'aperçoivent, qui échangent quelques mots, mais qui ne s'attardent pas l'un avec l'autre. Il rôde par là dans ma vie, mais je reste fidèle à mon programme agnostique. On verra plus tard. Est-ce que vous diriez que les auteurs que vous aimez sont davantage vos dieux ? Non. Je n'aime pas diviniser les hommes. Ça n'a même pas de sens pour moi. Ce sont des paquets de vertus et de défauts. Parfois, certains d'entre eux sont des salopards.
des canailles. Prenez l'exemple d'un Paul Morand, par exemple, qui a tellement compté pour moi quand j'ai lu son journal, qui est un journal abject, de bile antisémite à chaque ligne, et pourtant, il a écrit des chefs-d'œuvre. Donc, c'est aussi le cas de Céline. Pardon ? C'est aussi le cas de Céline. Moi, j'ai jamais été sensible à Céline. Non, j'aime pas les énerver. Je sais pas comment vous dire. J'aime pas les agiter, qui font toujours trop de bruit, de la bile, du bruit. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils ont parfaitement le droit d'exister, et ce sont des grandes personnes, des grands artistes. Mais ils parlent pas à mon cœur, non. Jean-Paul Enthoven, dans cet ouvrage, on trouve aussi des états d'âme, des individus fameux, des petits maîtres évidemment, on l'a dit, des manières d'être, des femmes remarquables, des favoris d'une saison, des souvenirs toujours, des rêveries, des émotions de passage. Oui. Alfred de Musset disait « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Est-ce que c'est ce que vous voyez quand vous retournez souvent ? Oui, bien sûr que si vous voulez dire que le fait que j'ai aimé est c'est le sucre de la vie, oui, c'est ce que j'ai connu de meilleur. Mais comment dire, ce qui est important, c'est de savoir qui on est et où on est. Je suis encore inachevé. J'ai encore des choses à découvrir, ou bien des choses. Je dois nommer toutes les zones, parce que nous abritons tous un étranger aussi à l'intérieur de nous, n'est-ce pas ? Parfois, j'ai des comportements ou des pensées en me disant, mais tu es bien sûr que c'est toi ? Tout ça est une affaire. C'est la littérature qui résume tout ça. C'est forcément bien dit ce que vous nous dites. Dans un ancien livre, Jean-Paul Enthoven, vous disiez avoir croqué la vie, mais aussi quelque part croqué la mort. Qu'est-ce que cela a changé en vous, finalement, qui remercie quand même le ciel chaque matin d'être vivant, ce qui est un rituel extrêmement juif ? Je ne sais pas s'il est juif, ce rituel, mais en tout cas, il est réel. Je suis tellement heureux, quand je me réveille le matin, de me réveiller à l'intérieur de moi. Penser que je pourrais me réveiller, je ne sais pas, moi, à l'intérieur de... Tenez, on va mettre des noms, si vous voulez. Je pourrais me réveiller à l'intérieur de Michel Houellebecq, par exemple. Ça serait horrible. Me réveiller à l'intérieur de Jean-Luc Mélenchon. Ça doit être atroce. Et je me réveille à l'intérieur de moi et je suis content. Et je suis content et je remercie chacun de mes organes. Jean d'Ormesson disait, à partir d'un certain moment dans la vie, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, ça veut dire qu'on est mort. Moi, c'est au contraire, j'ai l'impression que je suis super vivant dans ces moments-là. Et vous témoignez votre gratitude. Oui, j'ai envie de... Je ne sais pas qui est responsable de ça. Peut-être mes ancêtres, le hasard, Dieu qui n'existe pas. Je ne sais pas à qui je dois rendre grâce, donc je distribue, je sème ma gratitude à tout vent. Jean-Paul Enthoven, vous restez avec nous, vous venez nous voir pour cet ouvrage. Je me retournerai souvent aux éditions Grasset. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani de Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. En Israël, la Knesset a adopté le budget de l'État pour l'année 2025 par 66 voix contre 52. Ce budget contient tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre sur le front et à l'intérieur. Nous avons tous abordé ce budget avec un grand sens de la mission et des responsabilités, a souligné le ministre des Finances Betzalel Smotrich à l'issue du vote en début d'après-midi. En Judée-Samarie, les forces de l'ordre ont abattu un terroriste
terroriste qui a tenté de percuter un policier avec sa voiture près de Maale Adumim. La police suspecte une tentative d'attentat et mène l'enquête. Hamdan Balal, co-réalisateur du documentaire oscarisé No Other Land, a été libéré au lendemain de son arrestation par les forces israéliennes en Judée-Samarie. Il avait été arrêté hier à Soussiya, dans le sud de la région, alors qu'il était blessé après l'attaque d'un groupe d'Israéliens extrémistes contre sa maison. Plus de 1400 manifestants ont été arrêtés en Turquie depuis mercredi et la vague de contestation déclenchée par l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul annonce les autorités dans un nouveau décompte. Les rassemblements sont interdits dans les 3 principales villes du pays jusqu'au 1er avril. En France, Nicolas Sarkozy est au tribunal judiciaire de Paris pour écouter les réquisitions du parquet dans le procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Le parquet national financier dénonce le pacte de corruption indécent noué par l'ancien président et ses proches avec le dictateur Mouammar Kadhafi. Enfin, Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky demain à l'Elysée pour préparer le sommet sur la guerre en Ukraine qui aura lieu le lendemain à Paris. Les pays de la coalition des volontaires doivent discuter des garanties de sécurité apportées à Kiev en cas de trêve avec la Russie. Et merci beaucoup Ethanil Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Jean-Paul Antoven et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que l'avenir de votre famille est en Israël ? Préparons votre alia ensemble. L'agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à faire de votre rêve une réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes sont à votre disposition pour vous guider pas à pas dans votre projet d'Alia. Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 30 mars de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Jean-Paul Antoven. Pour son ouvrage, je me retournerai souvent aux éditions Grasset. Pourquoi dédiez-vous ce livre à Pierre Nora, Jean-Paul Antoven ? Parce que c'est un personnage très important de ma vie, et depuis que je suis adolescent. Et c'est lui qui m'a donné envie de lire, qui m'a donné envie d'être éditeur, qui m'a accompagné. On s'est jamais éloigné l'un de l'autre jusqu'à aujourd'hui. Et je l'aime, je l'admire. Il était un très grand éditeur, un grand historien, et c'est surtout un homme admirable. Voilà. Donc, il me semblait normal de le lui offrir. De lui dédier. Dans cet ouvrage, on l'évoquait tout à l'heure, vous parlez énormément d'auteurs que vous avez aimés ou un petit peu moins. C'était aussi une façon de faire revivre votre métier particulier, dites-vous, d'éditeur et critique que vous êtes ? Non, éditeur, non, parce que finalement, je n'ai pas aimé ce métier d'éditeur. Vous le dites, hein. J'avais l'impression d'être un proxénète qui faisait tapiner sur le trottoir des gagneurs et des gagneuses, vous voyez ce que je veux dire ? Je n'aimais pas ça. Il y a eu un âge d'or de l'édition où on pouvait passer des heures et des jours et des semaines avec un auteur qui allait vendre quelques exemplaires, probablement même édités à compte d'auteur. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des médias, il y a les livres qui se vendent le mieux en général sont pas toujours les meilleurs. Donc, je suis content d'avoir pris congé de ce métier, non seulement à cause des nouveaux acteurs, des nouveaux actionnaires qui interviennent dans cette affaire, mais parce que, en revanche, la critique littéraire, j'ai aimé. C'est un peu ingrat parce que la critique, après tout, vaut mieux écrire des livres que les critiquer, mais ça m'a appris énormément de choses.
Énormément de choses. Jean-Paul Antoven, j'aimerais de votre part une prescription à la Françoise Sagan. Ah, S'il y avait 3 livres à lire, peut-être les 3 livres de votre vie, même si c'est beaucoup dire, je le sais, vous allez me dire c'est tellement compliqué. Non, je ne vais pas vous dire ça. C'est comme si vous entriez dans une pharmacie en disant « je voudrais 3 médicaments ». Ça n'aurait pas de sens. Le pharmacien vous dirait « mais de quoi souffrez-vous ? C'est quoi votre maladie ?» etc. Donc, donnez-moi votre souffrance, votre mal, et je vous conseillerai en conséquence. Si vous avez un chagrin d'amour, je sais ce que je vous conseillerais. Si vous êtes un jeune ambitieux qui veut manger Paris, je vous donnerai quelque chose. Et si vous êtes au contraire un mélancolique qui adore la noirceur, je vous conseillerai quelque chose. Mais il n'y a pas un médicament en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de médicament qui rassemble. Françoise Sagan faisait des ordonnances littéraires pour chacun de ses amis. Quand on avait un chagrin, on allait le voir, elle dira tu me liras la correspondance de Zelda et de Scott Fitzgerald matin, midi et soir pendant 15 jours, et puis tu reviendras me voir, tu seras guéri. Bon, voilà. Mais elle savait de quoi on souffrait. Alors si on pouvait résumer ces 3 choses que vous venez nous dire, vous diriez quel livre ? Le plus grand livre de ma vie, c'est La recherche du temps perdu, évidemment. Mais il y a des grands, immenses livres. Vous voulez le plus grand roman d'amour de tous les temps, oui. C'est évidemment Anna Karénine. Oui. C'est le plus grand roman d'amour qui a jamais été écrit. Oui. Et une ode à la vie. Une ode à la vie ? Oui. Non, la littérature n'est pas faite pour faire des odes à la vie. Ça sonne creux. Je sais pas, il y a des chefs-d'œuvre de Jean Giono qui sont des odes à la vie. Il y a des merveilles de Stendhal. Mais la littérature, c'est pas l'instrument de l'ode à la vie. C'est plutôt quelque chose qui est fait pour les marches militaires ou alors les poètes antiques. Je pense que Virgile, que Ovide vous parle bien de la vie, mais pas dans la littérature moderne. La littérature moderne, elle explore plutôt le malaise que l'amour de la vie. Jean-Paul Antoven, pour vous, un bon auteur doit être taciturne ? Non, pas forcément. Il y a une famille de taciturnes, oui, mais il y a une famille allègre, une famille joyeuse. C'est comme... il y a des écrivains qui ont besoin de la solitude, mais il y a aussi Victor Hugo. C'est un océan, Victor Hugo, vous comprenez. Il y a des gens qui comme les musiciens, et il y en a qui sont comme Bach, qui ont besoin de regarder Dieu et de composer avec lui. Et puis il y en a comme Offenbach, qui ont 14 animaux, petits-enfants, enfants sur les genoux, et qui sont dans un chaos fécond. Voilà. Vous faites un portrait ironique des nouveaux écrivains publiables. Est-ce qu'un vrai écrivain, bien que pas forcément taciturne, doit être tout de même une somme d'obsession issue de son imaginaire ou exprimée ? Je pense qu'un écrivain écrit toujours le même livre, toujours indéfiniment. Les vrais écrivains écrivent toujours. Simenon écrit toujours le même livre, même si l'intrigue change. Modiano écrit toujours le même livre. Kundera écrit toujours le même livre. Donc, écrire le même livre, ça veut dire avoir des obsessions. On peut avoir des obsessions floues, mais ça reste des obsessions. Un écrivain vrai, ça... Comment dire ça reste fidèle à un certain paysage intérieur et même à un certain décor. Quels sont les vôtres, Jean-Paul Antoven ? Moi, je suis un écrivain... moi, j'aime la lumière. Donc, il y aura toujours... vous me mettez 3 cyprès, une colline en Toscane et un bord de mer et je suis content. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai besoin de ce paysage-là. Et au milieu Godard disait que pour faire un film, il suffit d'avoir une fille et un flingue. C'est pas mal comme définition du cinéma, mais
pour un livre, il faut savoir ce qu'on veut dire. Et un joli décor. Oui, c'est important, oui. Enfin, un joli décor. Il faut que le décor soit le prolongement d'un état d'âme. Jean-Paul Enthoven, on va changer de décor, vous justement. M'angoissez chaque fois quand vous reprenez la parole en prononçant C'est vrai ? Oui. C'est source d'angoisse. Vous savez, pour moi aussi. Quand on me dit Cyrielle, ça me stresse. Oui, mais parce que j'ai l'impression que vous prenez appui sur mon nom pour c'est pas très grave. Hein. Tout de suite, on vous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour... Je vais plus oser dire son nom, Jean-Paul Enthoven. C'est pour les auditeurs en règle générale qu'on précise, mais je comprends tout à fait. Je vais rigoler. Donc bonjour Jean-Paul ou Jean-Paul Enthoven. Bonjour à toutes et à tous. Et cher Jean-Paul, voilà, l'Italie, la beauté, l'amour qui calme toutes les damnations, la nostalgie des splendeurs du passé font partie de votre espace mental et de votre dernier livre intitulé « Je me retournerai souvent ». À l'Opéra Bastille, le compositeur Pascal Dussapin et l'écrivain Frédéric Boyer ont conçu un opéra en 7 tableaux qui s'appelle Il Viaggio, le voyage, inspiré de l'œuvre prodigieuse de Dante, la Divine Comédie, et la Vita Nova. C'est ce spectacle magnifique, mis en scène très intelligemment par Klaus Guth et chanté par un casting parfait que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'il s'agit, comme dans votre livre, d'une réflexion philosophique sur la vie, sur la mort, sur le salut éternel, la force de l'amour, parce que la poésie de Dante Alighieri se trouve magnifiée par la musique subtile et très simple de Dussapin que dirige un brillant chef qui s'appelle Kent Nagano. Alors que raconte cet opéra, Hélène Kuttner ? Il s'agit d'un voyage à travers des mondes, enfer, purgatoire, vivants et morts, autant d'épreuves, de supplices puis de délices, mais c'est surtout un voyage intérieur à l'intérieur de soi-même. Et le héros est Dante lui-même, accompagné de son fidèle compagnon, Virgile, on en parlait tout à l'heure. Il traverse toutes sortes d'épreuves en passant par le purgatoire avec des visions, des voix, des chants qui sont celles de ses rêves et de ses cauchemars. Il continue cependant d'avancer jusqu'à rencontrer la lumière en la personne de la sublime et fantasmatique Béatrice. C'est elle, la femme aimée, Béatrice, qui symbolise la réconciliation du héros avec la vie, avec la joie. Et ce bonheur est en même temps spirituel et sensuel. Dans l'opéra, Dante est déjà un homme mûr. Il est incarné par un chanteur au physique de colosse, impressionnant, le Danois Bo Scovus. Au milieu de sa vie, il traverse une crise existentielle car il a perdu son amoureuse. Il sombre dans la dépression et est victime d'un accident de voiture, suspendu entre la vie et la mort. Des images vidéo en noir et blanc viennent s'incruster sur les vieux murs d'un palais toscan. Une forêt mystérieuse, les phares d'une voiture, l'image d'une femme sublime en robe écarlate viennent peupler les songes de l'homme qui fait s'écraser sa limousine contre un arbre, comme dans un film de David Lynch. Et tout l'opéra sera ce voyage à travers les différents cercles de l'enfer du paradis où le héros retrouvera la lumière d'une vie nouvelle grâce à l'amour. Est-ce que le décor, Hélène Kuttner, représente ces mondes imaginaires comme des tableaux ou est-ce un décor plus contemporain ? En fait, Cyrielle, c'est une question un peu piège parce qu'en fait, il y a tout. Et la scénographie, les tableaux sont tellement forts, tellement puissants, les lumières si travaillées qu'on ne peut pas dire si c'est moderne ou ancien. Et c'est en cela que le spectacle est réussi. En fait, on traverse le temps et l'espace. Parce que le jeune Dante, qui est chanté d'ailleurs par une femme, une mezzo-soprano qui s'appelle Christelle Leuch, qui apparaît en juvénile et beau garçon, comme dans un film de Visconti, il passe à travers les fenêtres et dialogue avec le vieux Dante, comme pour lui rappeler le cours de l'histoire dans le livre. Et puis il y a Béatrice, qui est une déesse, la soprano Jennifer France, bien nommée. Elle traverse l'écran de la vidéo et plateau, sublime brune perchée sur des talons. Elle chante divinement. Et parfois, sous des néons verdâtres et des murs bétonnés, évidemment, les créatures infernales de l'enfer viennent prendre le pouvoir des enfants, des vieux, des pauvres femmes, tous morts et comme recouverts de paraffine. Puis, en approchant du paradis, il y a une ravissante Lucia qui nous envoie des trilles d'aigus en cascade qui semble danser le charleston comme une poupée mécanique. De temps en temps, apparaît un narrateur en costume blanc pailleté qui ressemble à un crooner avec son micro des années 50. Alors je sais, je ne dois pas faire trop long parce que c'est un spectacle qui m'a emballée. Cette chronique ne doit pas être trop longue. Donc je finirai en disant que ce spectacle, Jean-Paul Enthoven, est un voyage prodigieux qui dépasse de loin le monde chrétien, comme toute l'œuvre de Dante d'ailleurs, car il parle de nos rêves, de nos défis. Que cherche-t-on ? Où avance-t-on ? Qu'est-ce que la vie, sinon un désir de franchir les limites ? Ce sont ces thèmes, tous ces thèmes qui sont portés par des voix et des images saisissantes dans cette production
en forme de chef-d'œuvre. Il Viaggio Dante, c'est à l'Opéra Garnier jusqu'au 9 avril. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Nous irons Jean-Paul Antoven. Pardon ? Nous irons au théâtre Jean-Paul Antoven. Bien sûr. Merci Avec beaucoup joie. Hélène Kuttner. Allez tout de suite, Merci. c'est le Avec billet plaisir. du jour avec Hugo Davier. Le billet du jour. Bonjour Hugo Davier. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Paul. En préparant cette chronique, je me suis rendu compte que je faisais de la philosophie depuis déjà quelques semaines sans en avoir défini la vision que j'en proposais. Je vais donc essayer ici d'y remédier maintenant. Bon, je ne prendrai pas trop de risques en rappelant que c'est aimer penser. Mais on l'oublie souvent, c'est aussi aimer écouter penser les autres. Il y a pour moi dans la philosophie une démarche de dialogue avec l'auteur plus présente que dans n'importe quelle autre littérature. Penser, et penser bien de préférence. Penser, c'est raisonner, concevoir avec logique, mais aussi avec une sensibilité, et parfois avec émotion. On connaît tous la phrase « il pense, mais il ferait mieux de réfléchir ». Et dans un passage de votre livre, Jean-Paul, ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé l'exemple parfait pour illustrer cette dualité entre émotion et raison. À propos de l'au-delà, vous citez Sioran. Le néant, celui qui avait précédé notre naissance. Pourquoi le redouterait-on ce vide qui nous attend, puisque nous y séjournions déjà avant de naître ? Alors le lecteur pourrait se dire « mais c'est brillant et coïncidence, je pense déjà pareil ». Flatté de penser tout comme un homme de lettres, il pourrait camper sur cette position jusqu'à ce qu'on lui repose une ultime fois la question. À ce propos, vous dites « Personne ne saurait dire sur quel versant de son agnosticisme il basculera quelques nanosecondes avant l'inéluctable saut dans le vide. On ne peut pas prédire vers lequel des deux mondes on penchera au moment fatidique, c'est certain. Cependant, pour des questions moins graves, on peut peut-être, je le propose, au quotidien, essayer d'identifier les réponses qui nous rassurent et celles qui nous sont inconfortables. Et une autre interrogation qu'on pourrait aussi avoir aussi, avec celle-là, est celle de la personnalité, celle de Sioran, la mienne, la vôtre. Dans quelle mesure nous prédispose-t-elle à penser comme nous le faisons ou à écarter catégoriquement certains points de vue ? Développe-t-on nos idéaux par rapport aux atomes crochus qu'on peut avoir avec la jovialité d'un auteur ou la placidité d'un autre ? Et puis à titre personnel, on ne saurait dire si on construit une personnalité en fonction des enseignements qu'on a su tirer de notre vie, ou si l'essence de notre personnalité détermine un éventail de questions et de réponses auxquelles on est réceptif. Je pourrais ajouter à ma définition qu'en dépit de son utilité fonctionnelle, la philosophie n'en demeure pas moins un sport. Un sport extrêmement stimulant, pour l'esprit bien sûr, mais surtout pour l'ego. Après tout, comment peut-on penser le monde sans s'y penser soi-même ? Alors bien sûr, l'ego est le point de départ de tout bon philosophe, ne serait-ce que par défi pour les maîtres à penser. Mais il peut aussi nous perdre. À trop s'écouter, parler, on peut ne plus entendre les autres. Proclamer un statu quo intellectuel sans s'en rendre compte. Si on entend souvent l'argument logique, ce n'est pas celui qui nous parle le plus. Et on a vite fait, par exemple, d'attaquer la personne sur ce qu'elle est plutôt que ce qu'elle dit, au fond. En fait, pour moi, la philosophie tient systématiquement du dialogue. Et j'aime pour cette raison, entre autres, les livres comme le vôtre, où l'auteur parle de lui-même tout en assurant le rôle d'entremetteur entre personnages, personnes et lecteurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne se rencontre plus assez pour philosopher, pour dialoguer. Peut-être que la part irrationnelle, émotive de la pensée empêche ce dialogue, fondation ô combien nécessaire pour réfléchir, mais aussi pour faire société. Et si au détour d'une lecture, comprendre l'univers serait un effet bienvenu, mais collatéral et incertain, je crois que la philosophie est en fin de compte une affaire de patience. La patience de s'attarder à essayer de comprendre la pensée des autres. Et c'est un peu ce que vous faites au quotidien avec vos fantômes, vous, Jean-Paul Antoven. Voilà, alors merci à vous. Merci. Merci beaucoup Hugo Davier pour cette chronique philosophique. Merci beaucoup, c'était la dernière avec nous cette semaine. Je voulais vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission, évidemment. Vous restez encore avec nous quelques jours, mais c'est la fin de votre stage, je tiens à le dire. Hugo est stagiaire sur cette antenne et il s'est révélé. Voilà, j'ai envie de le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on espère vous avoir sur cette antenne très bientôt. Merci à vous. Merci Hugo. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir un sentiment, une pensée, une anecdote, une émotion. Jean-Paul Antoven, est-ce que vous pensez que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Oui, alors je connais la formule bien sûr, mais on a toujours raison d'avoir raison, quel que soit le moment. Est-ce que vous pensez que le savoir, c'est le pouvoir ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on contrôle tout avec le savoir.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. J'aime pas trop ça. Pourquoi ? Non, j'aime pas trop. Fais de ta vie une réalité et de ta réalité inspire ta vie. Voilà. On n'a pas besoin de passer par le rêve pour ça. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec ça. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Je suis d'accord. C'est une belle phrase. C'est de Gandhi. C'est ? De Gandhi. Ah oui, elle est belle. Oui. L'imagination est plus importante que le savoir. Oui, mais oui, c'est vrai. J'approuve cette phrase aussi. Jean-Paul Enthoven, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est bien d'arriver aussi. C'est bien de toucher au but. Et après ? Après, on recommence dans l'autre sens, s'il le faut. Votre philosophie de vie serait laquelle ? J'aimerais pouvoir ne pas trop m'écarter d'un chemin d'allégresse. Pas toujours facile, mais enfin, on peut tendre vers ça. Oui. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Jean-Paul Enthoven, vous le savez mieux que quiconque dans cette émission, on a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Tiens. On s'est tourné vers vous aujourd'hui pour vous écouter. Et puis, face à votre élégance à la Grasset, on s'est retourné souvent. Et j'ai remarqué dans ce profil de l'identification à des figures intellectuelles, aux écrivains, aux penseurs qui ont façonné votre vision du monde. Cette quête d'identité, cette quête identitaire, qui sait se définir à travers l'autre. Et puis c'est une figure publique, vous êtes une figure publique, mais il y a aussi votre face intérieure que nous dévoilez dans ce livre. Une sorte de miroir avec les grands hommes, l'admiration et ce qui forme un peu son ego. Alors, c'est un portrait de vous à travers les autres, un livre symétrique. Il y a les autres et il y a vous. Et puis, il y a les 1000 vies de Jean-Paul Enthoven. Alors, il y a peut-être aussi un peu de nostalgie, constructive, et de besoin de transmission, se retrouver dans son refuge, dans le silence, comme vous nous l'avez dit. Se retourner vers le passé, vers ces grands auteurs, vers ce temps qui passe, laisser une trace de vos émotions. C'est une sorte d'héritage immatériel que vous nous proposez, et cette immortalité dans le savoir qui est important comme vous nous le dites. Et cette reconnaissance, c'est un peu votre dette. C'est ce que vous nous livrez, cette solde de vos comptes, de gratitude, et de faire en sorte, vous aussi, de semer votre gratitude. Alors comme vous êtes identifié à des personnes, j'ai essayé de trouver des personnes qui vous identifient, pour essayer de faire, comme vous l'avez dit, le miroir. Et j'ai pensé à deux hommes des Lumières, puisque la lumière est importante pour vous. Alors il y a ce Voltaire, qui dit qu'il faut cultiver son jardin. Ce Voltaire qui est un homme d'esprit critique, avec la liberté de penser, l'élégance du style, la plume pour éclaircir et pour charmer, cette relation au pouvoir et au monde, et puis cette quête du bonheur, de la beauté, de la bonté, de la vérité et de la séduction des idées. Le deuxième homme, j'ai pensé à Casanova, à cette Toscane que vous aimez comme lui, à cet amour comme quête essentielle, comme ce charisme incarné, et cette courtoisie dont vous nous faites part, et cette tendresse, cette bienveillance, votre élégance, ce goût pour le voyage, que ce soit intérieur ou extérieur. Et puis l'impossibilité d'aimer, avec cette chance qu'on a d'aimer, ou d'être aimé. Alors pour conclure, je dirais que Voltaire aimait l'esprit, et Casanova aimait séduire. Vous êtes la séduction de l'esprit, Monsieur Jean-Paul Enthoven. Et sans effort, sans démonstration, avec vos mots, vos pensées, vos émotions, vos silences, votre douceur et vos non-dits. Je dirais encore une phrase de Voltaire qui dirait
Le secret d'ennuyer, c'est de tout dire. Et je pense que vous ne nous avez pas tout dit. Je vous remercie, mon narcissisme est comblé là. Merci beaucoup Christian Reichaume pour ce portrait. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris à retrouver sur reichaume-psy.fr et évidemment toutes les semaines sur Radio J. Merci beaucoup. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Jean-Paul Antoven. Vous êtes venu nous voir pour cet ouvrage. Je me retournerai souvent aux éditions Grasset. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient comme toujours. Vous savez que je n'écris des livres que pour avoir notre rendez-vous annuel. Donc, à l'année prochaine. Si Dieu veut, comme on dit, je serai ravie, enchantée. Peut-être pour ce titre d'ouvrage que vous avez évoqué tout à l'heure, on ne dira rien. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur l'antenne de Radio J. Notez que vous pouvez bien sûr réécouter nos invités, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous demain. Évidemment dès 15h avec Nicolas Briançon pour la pièce Monstre Sacré au studio Héberto. La suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati et dans un instant ce sera le journal sur Radio J. Belle journée.